j'ai découvert un outil incroyable qui nous permet de simuler la sélection naturelle. En gros, c'est des petits personnages dans un monde ultra simplifié et accéléré, ce qui va nous permettre de voir des phénomènes très étranges. Ça s'appelle Evolution Simulator. Ça a été fait par les développeurs de Minute Labs, inspiré par la chaîne de Primer que vous connaissez peut-être. Et le plus fou dans tout ça, c'est que c'est une web app. On se rend pas forcément compte à quel point les web apps sont devenues puissantes ces dernières années. Et ça a notamment profité à notre partenaire du jour, Odoo. On les aime vraiment bien. Ils ont créé un nouveau constructeur de site web open source qui est hyper bien foutu. Sans savoir coder, en déplaçant simplement des blocs, vous pouvez créer votre site en une quinzaine de minutes. C'est gratuit avec un hébergement illimité et un nom de domaine personnalisé offert pendant 1 an. Je vous laisse découvrir ça dans la description. L'avantage, c'est que si vous avez d'autres besoins dans le futur, ils ont toute une suite de web apps comme ça, toujours open source, et qui sont évidemment toutes compatibles entre elles. Genre de la comptabilité, de la facturation, de la gestion de projet, de l'email marketing, de l'inventaire, MRP, achat, CRM. je sais même pas tout ce que c'est, mais vous êtes servis. Donc, ce que vous voyez, c'est le monde des blobs. Si je clique sur un blob, on peut comme ça le suivre et savoir en fait ce qu'il est en train de penser. Chaque blob va commencer sa journée avec un niveau d'énergie, une barre d'énergie, et il y a des petites boules rouges que vous avez vues et qui sont la bouffe. Ils ont une zone de détection qui leur permet de voir cette nourriture. Quand la journée commence, les blobs partent s'aventurer au milieu et leur objectif, c'est de trouver à manger. S'ils trouvent une boule, ils restent en vie, donc s'ils ont trouvé leur nourriture. Et s'il leur reste assez d'énergie, ils peuvent en chercher une deuxième. Et à ce moment-là, ils vont pouvoir avoir un enfant. Alors tout seul, mais c'est pas grave. C'est Okay. une division cellulaire. Voilà. C'est comme des cellules, ouais. Exactement. Ce petit bonhomme que vous voyez a une consommation d'énergie fixe par jour. Et 3 éléments vont l'impliquer. Le premier, c'est la vue. Voilà, vous voyez, il a un champ d'action qui lui permet de voir des boules suffisamment loin. Deuxièmement, c'est la vitesse, ce qui peut lui permettre d'être premier sur une boule, par exemple. Et troisièmement, c'est sa taille. S'il est 20% plus gros qu'un autre petit bonhomme, qu'un blob, il peut le bouffer. Carrément, voilà. Ah, ok. Et voilà. Donc, le but, c'est vraiment de façon très, très archaïque, simuler une sorte d'évolution comme nous, quoi. Tous ces avantages, voilà, la vitesse, le fait de voir loin, le fait d'être gros, ça a un coût sur l'énergie. Ça consomme plus d'énergie. Il y a une formule que vous allez voir, corrèle justement ces 3 données à l'énergie qui est consommée. Si vous regardez, ça ressemble à la formule de l'énergie cinétique, il me semble. Donc C plus MV carré. Je regarde David pour savoir si j'ai pas dit de bêtises. Ouais, ça, il y a la taille au cube, donc c'est le volume, en gros. Donc, l'objectif, c'est voilà, de simuler un comportement logique, entre guillemets. À chaque naissance, donc des petits blobs, les caractéristiques vont être un petit peu changées. Comme dans l'évolution classique, il peut y avoir donc des mutations. Comme des mutations aléatoires donc dans l'ADN. Pour que tout le monde comprenne, donc le programme, il fait pas des changements dans l'optique d'avoir des blobs plus robustes et reproducteurs. C'est pas ça. C'est des changements parfaitement aléatoires, mais donc l'évolution va au fur et à mesure, au cours du temps, filtrer des caractéristiques qui vont être les plus efficaces pour un environnement donné. Je vais vous montrer un truc pour que ce soit un petit peu plus clair, ce qui est permis grâce à cet outil assez magique quand même. Si par exemple, donc ici, on peut gérer les paramètres de notre expérience. On peut lui dire combien il va faire tourner de jours. On peut mettre un truc random et ensuite, on peut mettre le nombre de créatures et les paramètres initiaux. Là, ce que je vais faire, c'est que, donc si normalement il est comme ça, je vais augmenter, moi je vais la mettre à 1, les mutations sur la taille. Donc là, il devrait beaucoup varier au niveau de la taille. La bouffe, je change rien. Et je clique sur Evolve. Donc là, il est en train de me calculer toutes les générations d'un coup. Et du coup, le disque en bas? Et le disque en bas correspond à la répartition des traits. Là, si on regarde sur celui-là, par exemple, lui, voilà, ça, c'est sa configuration. Donc, il existe depuis 3 générations. Okay. Il va à telle vitesse, il voit aussi loin que ça, et il fait telle taille, et il est mort. D'accord. Ok. Et donc, on peut comme ça, vous allez voir, hop, je vais zoomer un petit peu dedans. Et maintenant, on peut accélérer le temps. Zoup. Donc, c'est quand même vachement plus pratique. Et au fur et à mesure des générations, donc tu vois quelles caractéristiques donnent le plus l'avantage dans ces circonstances. Exactement. Donc, on peut déjà l'observer comme ça, voir est-ce qu'on observe des changements. Typiquement, un truc qui est intéressant, je ne sais pas si vous voyez, c'est que les petits, à la fin, ils restent le plus longtemps au milieu. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Si on attend, là, il y a des petits souvent qui se baladent à la fin. Pourquoi? Parce que justement, comme ils sont petits, ils consomment moins d'énergie. Et donc, ils peuvent l'utiliser plus longtemps. Exactement.
C'est pour ça que je suis petite. Normalement, les gros, ils ont peu d'énergie. Donc, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est essayer de chase un petit. Ils ont juste le temps. Bouffer. Exactement. Pour les manger. Ils ont juste le temps. Parce qu'ils consomment beaucoup d'énergie, ils sont gros comme ça. Et donc, tout le temps qu'ils ont, ils doivent le consacrer à essayer de bouffer un petit qui est juste, qui est pas loin, quoi. Au cours du temps, il semble que dans cet environnement, ce qui soit optimal, c'est d'aller vite, d'être pas trop grand. C'est le corollaire de ça, en fait. Du coup, la taille baisse. Et de voir loin. Et donc, à la fin, on devrait voir de plus en plus de petits qui vont vite, tout simplement. Et il faut bien préciser, c'est dans ce monde-là. Ça ne veut pas dire que, en général, dans l'évolution, il faut être petit, désolé, et courir vite. Dans ce monde-là. C'est l'environnement. L'évolution, on la voit souvent comme une lente amélioration, progression. Et en fait, c'est pas tellement ça. C'est plutôt une lente optimisation d'une espèce par rapport à son environnement. Par exemple, voilà ce qu'on obtient donc avec beaucoup de mutations sur la taille. Si jamais je passe à, par exemple, 0,5. Donc, pour expliquer, ça veut dire que maintenant, les enfants, ils seront proches de leurs parents en taille. Ah oui. Donc, il y aura peu de variations sur... les mutations vont prendre un peu de temps à se faire. À votre avis, Tiffany, je n'en ai pas, donc c'est un peu la triche, mais à ton avis, David, est-ce que au niveau de la taille, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que elle va baisser plus vite ou moins vite que quand il y avait beaucoup de variations ? J'ai envie de penser qu'elle va baisser plus vite parce que ça veut dire que tu irrites plus les caractéristiques de tes parents. Tu vois, si la taille était totalement random, si elle était tellement mutée à chaque espèce, en fait, tu n'aurais plus de phénomène de sélection parce que l'héritabilité du trait est importante. Donc j'aurais tendance à dire que ça va converger plus vite vers la solution optimale dans cette théorie. Et ben moi, je pensais l'inverse. Je me suis dit, beaucoup de mutations vont permettre d'accélérer le changement. Parce qu'il va y avoir très très vite plein de petits. Mais effectivement, évidemment, c'est David qui a raison. Puisque si on regarde l'évolution de la courbe, normalement, on a à la fin une taille qui est encore inférieure à ce qu'elle était avant. Et c'est un peu contre-intuitif, on ne comprend pas pourquoi. Alors, d'où ça vient ? En gros, quand on y réfléchit, dans le premier monde, où il y a beaucoup de changements de taille, ça fait qu'il y a des blobs qui ont des tailles très très différentes. Et donc, il peut y avoir des très gros avec des très petits. Et donc, les petits sont en danger. Puisqu'ils vont se faire manger. Donc, dans l'autre cas, quand la population est plus uniforme, on va dire que les mutations sont plus lentes, mais toute la population est plus homogène, et ben, il y a moins de danger d'être petit comme ça. Et donc, ça fait que, effectivement, même si les mutations sont moins rapides, à l'échelle de la population, et ben, les gens deviennent plus petits très vite. Je trouve ça incroyable. On peut également introduire d'autres espèces. Tiens, celle-là, on va dire qu'elle change beaucoup en termes de taille, et celle-là, non. Donc là, il y a les deux espèces. Actuellement, ceci est un battle royal. Le dernier qui survit à gagner. Mais les oranges, Est-ce qu'on observe quelque chose ? Ils ont l'air de mieux s'en sortir, non ? T'as des situations où t'as des équilibres qui se créent, en fait. Ouais. Il y a des trucs assez drôles, même avec 3 espèces. J'avais fait un article il y a longtemps sur une espèce de lézard comme ça, où en fait c'est une espèce de situation pierre-feuille-ciseau, c'est-à-dire, je sais plus, le lézard bleu, vert et orange, et le bleu est meilleur que le orange meilleur que le vert, mais le vert meilleur que le bleu. Ah oui. Et donc en fait, il y a un équilibre qui se crée parce qu'il n'y en a jamais une qui peut dominer les autres. Ouais. Supplante les autres. Oui, il y a un côté poule renard vipère un peu. Ouais. Il y a un autre exemple qui est très drôle, c'est une espèce de poisson, je crois, dans un lac en Tanzanie, un truc comme ça. Et donc les mâles sont plus gros que les femelles, c'est un truc assez classique dans le monde animal, parce que en fait ils se battent entre eux pour avoir accès aux femelles, et donc l'évolution a favorisé des mâles de plus en plus gros. Et donc les mâles sont beaucoup plus gros que les femelles. Et un jour il y a eu une mutation, il y a eu des mâles tout petits. En fait, les mâles tout petits, ils arrivaient entre guillemets à faire le truc sneaky, à aller féconder la femelle sans qu'elle s'en rende compte. Et donc, ce qui est marrant, c'est que maintenant, il coexiste deux espèces de mâles, deux stratégies différentes pour les mâles, qui sont toutes les deux qui ont leur forme de succès. Soit être très gros pour mater les autres mâles, soit être tout petit pour faire en stealth, quoi. Trop fort. Et donc, on aperçoit évidemment dans notre expérience que vous voyez sous vos yeux triste, il y a eu effectivement une disparition malheureuse de notre population A. Si j'enlève ma deuxième espèce, j'avais remarqué une curiosité, je n'ai pas la réponse, donc je ne pourrais pas vous dire d'où ça vient, mais j'ai remarqué que si jamais, en paramètre de nourriture, je mettais... Donc j'affame ces gens, désolé pour les plus sensibles d'entre nous, je vais tous les affamer, jusqu'à arriver à très très peu de bouffe. Donc là, on observe que tout à la fin... Ah oui, bon, alors c'est parce qu'il y a quasiment plus personne. Du coup,
peut-être que le fait qu'il y ait une des très Non, petites... il va mourir. Oh non. Tourne à gauche. Oh non. Ah non. Ce qu'on observe, je pense, c'est que sur des très très petites populations, bah, c'est logique qu'au niveau des courbes, ça commence à faire des trucs très étranges. Je pense que ça vient de ça. Parce que moi, ce que j'avais vu, c'est une sorte de courbe en cloche où il y avait une cassure à la fin et ça redescendait. Comme si l'évolution avait sélectionné que c'était bien d'avoir une super vue, mais qu'à la fin, elle changeait d'avis. Et comme s'il y avait un cap, un moment précis où c'est plus rentable de développer la vue et mieux vaut économiser des ressources. Ouais. Mais je pense que alors ouais, faut se méfier parce que des fois il y a des phénomènes qui se produisent qui sont des effets vraiment du hasard, par exemple ce qu'on appelle les phénomènes de dérive génétique, où tu as un trait qui va se mettre à bouger, mais pas par un effet de sélection naturelle, mais parce que plusieurs personnes commencent à l'avoir, puis il devient dominant, et donc des fois ça peut être aussi des effets comme ça. C'est pas toujours la sélection naturelle. Effectivement, parfois il y avait des bizarreries qui n'étaient pas reproductibles. Ouais, ça peut être ça. C'est un truc dont tu parlais parce que toi tu as un historique en biologie quand même. Oui. Et donc on parlait un petit peu de ces simulations informatiques et que les gens comprennent. C'est pas juste un truc pour s'amuser. Nous on passe un excellent moment, mais ça existe vraiment des simulations informatiques biologiques. Oui, bien sûr. Oui, en ingénierie génétique, c'est le domaine dans lequel j'ai fait ma thèse. Et on travaille beaucoup avec des bioinformaticiens qui, eux, créent des modèles mathématiques pour nos systèmes. Et donc, en fait, ces modèles-là, ils sont ultra intéressants parce qu'ils nous permettent de tester des hypothèses. Et on essaie de tester le modèle, l'hypothèse. Et en général, ça fit pas le modèle. Parce que, en fait, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on ne sait pas bien, en fait, modéliser informatiquement. Alors, c'est impossible, tu vois, modéliser la vie, il y a trop de paramètres. En fait, quand on part d'une hypothèse mathématique, on va avoir un certain nombre de paramètres qu'on pourra contrôler. Mais en vrai, quand on se retrouve avec un tube à essai et des vraies bactéries et un vrai milieu à mettre au point, en fait, on ne peut pas vraiment remodéliser tous ces paramètres-là dans le modèle mathématique. Genre, très concrètement, à quoi pourrait servir une version sous stéroïde de mon petit logiciel ? La biologie synthétique, ça nous aide à produire des molécules en masse. Ouais. Par exemple, on trouve souvent des médicaments dans les plantes, mais parfois c'est trop coûteux et ça prend trop de temps de les produire en masse en faisant pousser les plantes et en faisant les extractions chimiques. Tu parles du paracétamol, par exemple ? Ouais, par exemple, l'aspirine, exactement, à la base, c'est dans une écorce, c'est dans un arbre, c'est dans une plante, mais faire pousser les arbres pour faire la quantité d'aspirine dont on a besoin mondialement parlant, c'est pas possible. Et du coup, pour pouvoir le faire à l'échelle, on les produit dans des bioréacteurs. En fait, on synthétise ces molécules-là, aujourd'hui, on les fait synthétiser par les bactéries. Et donc, pour pouvoir créer ce système biologique là, il faut designer le truc avant. C'est pour ça qu'on a des ingénieurs en ingénierie génétique. C'est parce que du coup, on a un gène d'intérêt qu'on veut exprimer dans une bactérie et puis on veut arriver d'un produit A à un produit B. Et du coup, on va d'abord faire des modélisations mathématiques pour de deviner un peu c'est quoi toutes les étapes, c'est ça ? Exactement. En fait, on va essayer de deviner l'architecture du circuit génétique par rapport aux connaissances qu'on a actuellement. Mais une fois qu'on le teste in vivo, on n'a pas tout le temps les résultats qu'on voulait atteindre. Et du coup, ça va être ça le rôle aussi de tester in vivo. Ça va être créer une espèce de feedback loop où en fait, on va pouvoir faire un retour au modèle mathématique pour pouvoir le corriger et ensuite retester les corrections mathématiques dans les modèles in vivo et ensuite arriver à une production qui est optimisée. Et en fait, c'est ça qu'on recherche après en industrie pour pouvoir produire des molécules d'intérêt à grande échelle, c'est d'arriver à un système qui est optimisé. En fait, l'évolution, c'est un laboratoire immense, mais c'est comme ça que fait la nature depuis le début, depuis le début de la vie. T'en as parlé de ce sujet-là, mais du coup, la nature, elle teste constamment des nouvelles mutations, des nouvelles stratégies, et la plupart du temps, ça va pas être des mutations qui vont donner un avantage. Ça va plutôt être des mutations qui vont être délétères. Ouais. Mais le 2% ou le 1% de mutations qui va permettre de donner un avantage sélectif, d'un seul coup, elle va ressortir dans la population. Et c'est ça qu'on recherche. Passionnant. Et tout ça, du coup, aidé avec de la simulation informatique. Donc la boucle est bouclée. Exactement. Passionnant sujet. Je me suis demandé si un jour on arriverait à parler de ta thèse et on y a réussi. Ouais, exactement. Peut-être qu'on reviendra avec des sujets sur l'ADN aussi, ça pourrait être cool. Ça pourrait être pas mal. C'est peut-être dans les cartons. Une autre expérience très stylée qu'on avait fait, c'était d'entraîner un ordinateur à jouer à Trackmania. Ça avait pris 200 heures et je vous laisse juger du résultat.